L'AFJA, en partenariat avec le CIRPA, présente le forum Agrofourniture. Alors bonjour à tous. On a eu depuis un certain nombre d'années un développement important de l'agriculture dans d'autres secteurs du monde, notamment l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe de l'Est, qui font que l'agriculture française et européenne, ou en tout cas d'Europe de l'Ouest, a un peu perdu son leadership, si on peut dire. Ce qui fait que l'agrofourniture française s'est adaptée et a dû réagir. Donc c'était intéressant de faire intervenir des patrons d'entreprise pour qu'ils nous expliquent un peu comment justement se fait cette mutation. Bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invité. Donc je suis là donc, au titre à la fois de Dupont comme directeur général pour la partie protection des cultures sur la France et le Benelux. Et puis je représente aussi l'UIPP puisque je suis vice-président des affaires économiques. La France est le premier producteur européen, vous le savez, 15 milliards d'exportations, c'est 500 000 entreprises, c'est 3,5 millions d'emplois. Les atouts de la France aujourd'hui pour demain, c'est d'investir dans le traitement de semences. On pense qu'il y a un vrai marché. Aujourd'hui, on pourrait être leader. On a un très fort marché. Il y a aussi le biocontrôle qui va être poursuivi par le ministère. C'est un beau challenge. On a aussi l'expertise technique avec des instituts techniques. On est souvent connu comme un modèle sur cette agriculture. La certification des métiers, la maîtrise de la sécurité alimentaire. Les faiblesses, j'en ai retenu que deux. Les contraintes réglementaires sont de plus en plus difficiles. Il y a énormément de retard d'homologation. Je considère qu'il faut des homologations, il faut un système qui soit compétent, qui soit solide, qui soit efficace. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Du coup, il y a disparité de la concurrence parce que quand je regarde les nouveautés que Dupont a dans son portefeuille, ce n'est pas que Dupont, c'est tous les membres de l'UIPP. En général, les autres pays les ont déjà. Elles sont déjà homologuées en Ukraine, elles sont déjà homologuées en Angleterre, et puis elles sont encore dans les dossiers en attente à l'ANSES ou à la FGA. Le monde, c'est un marché phytosanitaire qui est en croissance, qui continue à croître, environ 4% par an, pour répondre à la demande. En Europe, l'innovation, il y a aussi une croissance un peu plus faible en Europe de l'Ouest, mais l'innovation a, je ne dirais pas disparu, mais a quand même fortement diminué par rapport aux autres régions du monde. La France reste un modèle d'agriculture, une nation très forte en agriculture, la première en Europe, avec un modèle performant et durable. Il y a des opportunités de croissance dans le traitement de semences, dans le biocontrôle, pour répondre à la demande française et à la demande mondiale. Bonjour, j'interviens comme l'intervenant précédent à deux titres. D'abord au titre de directeur général délégué de Boralis Chimie, et également en tant que membre du bureau de l'UNIFA, qui est le syndicat des producteurs de fertilisants en France. Donc l'industrie de la fertilisation, tant au niveau mondial qu'au niveau français, représente une activité qui aujourd'hui s'inscrit au cœur de la productivité agricole. Clairement, aujourd'hui, ça représente 751 000 emplois équivalents temps plein pour l'agriculture, en tout cas, et nous contribuons dans ces emplois à environ 4 000 emplois liés à la fertilisation en tant qu'emploi direct, pour un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc 11 millions de tonnes de fertilisants, ça nous positionne quand même au 5e rang mondial en termes de consommation de fertilisants, qui est également le reflet d'une productivité agricole qui est celle de la France, qui est une des meilleures au monde, notamment, et on verra, on pourra peut-être en débattre par après, avec un taux d'utilisation des éléments nutritifs par la plante qui sont parmi les meilleurs du monde. Aujourd'hui, là où la France maîtrise bien ses apports d'azote et finalement aussi ses fuites d'azote dans l'environnement, des pays comme la Chine sont confrontés à des enjeux environnementaux colossaux avec finalement des ratios de quantité d'azote épandue dans les champs par rapport à la quantité d'alimentation produite tout à fait désastreux.
Donc là aussi, on verra que la formation de nos agriculteurs et la performance de notre agriculture est probablement un atout qu'il faudra mettre en avant. En ce qui nous concerne, le premier facteur de compétitivité, c'est l'énergie. Cet ammoniac, c'est ce que nous produisons pour faire nos engrais azotés également, et 80% du coût de l'ammoniac est dépendant du gaz naturel. En termes de compétitivité, ce gaz de schiste donne aux Américains un certain nombre de leviers dont nous ne disposons pas en Europe, et notre challenge est de maintenir notre part de marché face à une concurrence de plus en plus pressante, et avec cet écart de compétitivité sur la matière première qui est pour nous un facteur d'anxiété quotidien. Bien, bonjour. Donc, merci d'avoir invité un représentant des semences. Donc, mon boulot consiste à chercher, produire et vendre de la génétique et des semences pour l'entreprise Maïs Éleveurs Semences, semencier du sud-ouest de la France. Et si vous passez la diapo, je suis surtout là au titre de l'UFS. Le chiffre d'affaires de 3 milliards des grandes familles d'espèces végétales se répartit grosso modo entre marché intérieur et export. Et dans l'export, l'Union européenne à 27 fait un tiers et le reste du monde, c'est les 2 tiers. Ce qui est très important à dire, c'est la contribution pour la balance commerciale française de cette activité semence, puisque c'est un excédent de presque 1 milliard. Et on calcule que pour ce qui est des produits plus ou moins primaires, agricoles primaires, la semence contribue pour environ 20% à l'excédent de la balance commerciale. Malgré quand même 2 handicaps quand on parle de semences françaises, c'est que on exporte en euros, donc c'est une monnaie très très chère, et on a des coûts de production très très élevés. Donc se développer et exporter dans nous qui sommes le pays le plus cher d'Europe et du monde, je dirais, ça illustre bien et la qualité et la plus-value que peuvent apporter les semences de nos entreprises, malgré ces deux handicaps. La France, petit pays, avec finalement un territoire très faible, la France est le premier exportateur mondial de semences de grande culture. Et dans cette exportation, le maïs en représente à peu près la moitié. Donc je crois qu'il n'y a quasiment aucun pays d'Europe qui ne soit client et presque dépendant en termes de semences de maïs de la production française. Je dirais le nouveau grenier de l'Europe va s'appeler Roumanie, Ukraine et bientôt Biélorussie sont des pays qui se développent sans trop de contraintes, sans trop de contraintes climatiques, si ce n'est certains stress l'été, sans trop de contraintes réglementaires. Et là, il y a un boom extraordinaire que vous voyez tous les ans, je dirais, les évolutions. En synthèse, quels sont les atouts donc, de ce secteur semences français qui donc se développe à travers l'Europe et le monde? Il faut souligner que nous avons une organisation cohérente, c'est-à-dire que nous savons faire un peu fi de nos antagonismes et unir nos moyens en filière. C'est une exception française, je peux le dire, je voyage en toute l'Europe toute la semaine et donc ça c'est un atout très très fort. Je ne vais pas parler de faiblesse, j'ai plutôt parlé de menaces dans la dernière diapo. La réglementation, oui, il est clair que ce sont des contraintes très très fortes. La carte des OGM dans le monde, donc c'est pas le sujet bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a tout un marché mondial qui nous est fermé. Donc clairement, on n'a pas accès au marché de l'Amérique au sens large du terme, de l'Asie, tout ce qui est en vert sur la carte. Mais grosso modo, notre marché reste globalement très exportateur, et beaucoup plus qu'importateur. Et oui, les OGM nous protègent d'une certaine importation, c'est vrai, pour l'instant. Bonjour à tous. Donc un autre secteur, mais qui est quand même très lié aux autres, puisque pour faire de l'aliment, on utilise des protéines végétales, et on est donc en filière et un débouché de toutes ces productions. Sophie Protel aujourd'hui, c'est 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui sont pour 75%, c'est l'activité de base, d'origine, ce sont les huiles et les locaux, et 25%, donc c'est les activités du pôle animal, de la nutrition animale, avec 8300 salariés. Alors la nutrition animale, c'est 954 millions de tonnes
d'aliments qui sont produits au travers le monde. Et vous voyez que le premier fabricant, c'est encore la Chine. On le retrouve partout, je crois, ce soir, dans tous les domaines. Les USA, bien sûr, le Brésil, vous voyez tous les niveaux. Et on retrouve la France, qui est passée deuxième en Europe depuis peu, puisque c'est l'Allemagne qui est passée devant sur la partie de la nutrition animale. Donc vous voyez un peu donc, la répartition de ce métier au travers le monde. Donc c'est la volaille qui représente 44% de tout ce qui est produit au niveau de la nutrition animale et qui est en fort développement encore au niveau de la volaille, puisqu'il n'y a pas de problème religieux. Donc c'est une des protéines qui se développe le plus, avec la chair et les œufs, bien sûr. Le porc, 23%, et le ruminant, qui a une demande croissante au travers le monde, notamment au travers du lait. Et dès que vous avez une augmentation de pouvoir d'achat dans beaucoup de pays émergents, c'est les protéines animales qui sont sollicitées et qui sont énormément demandées. Et si en Europe on est plutôt dans un marché qui est stagnant, voire qui baisse, en termes de consommation des protéines animales par personne, dans le reste du monde, vous avez une croissance de 10 à 13%, donc de façon assez récurrente. Si on doit résumer, un marché très dynamique au niveau mondial. Au niveau du marché européen, eh bien, nous sommes dans le trio de tête, mais nous sommes passés numéro 2 alors que nous étions numéro 1 il y a encore quelques années, et avec un taux de croissance qui est très réduit, avec la France qui souffre plus que les autres. Pour nous, aujourd'hui, on est en train de vivre une deuxième révolution des filières animales par rapport à ce qu'on avait et à l'évolution qu'on connaît depuis maintenant 10 ans, où il y a une bagarre quand même qui est assez forte au niveau des marchés. Donc bonjour à tous, donc Stéphane Billoro, je suis responsable marketing chez Suki Burel. Je représente également donc l'AXEMA ce soir. Si on regarde à l'échelle européenne, au niveau des agroéquipements, donc c'est un marché qui est en croissance. On a subi la crise de 2008-2009 avec un rebond important sur les trois dernières années. Donc on voit que la croissance globale est quand même de 9% depuis 2007 malgré la crise, où le marché avait chuté grosso modo en une année de 35%. Les tracteurs, c'est le gros du marché des agroéquipements, puisqu'ils représentent un quart du marché total, suivi par les matériels de récolte. Pendant longtemps, la France a été numéro 1. Sur les dernières années, l'Allemagne était devant la France. Notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, l'Allemagne a été dopée par tout ce qui est biogaz, énergie renouvelable. Ça a fortement contribué à la dynamique du marché du machinisme agricole en Allemagne. Les difficultés, on l'a vu tout à l'heure, c'est que nos PME sont structurellement moins dimensionnées que les entreprises allemandes, qui ont souvent plus de ressources pour progresser notamment sur les marchés export. Mais c'est aussi gérer la culture de nos entreprises. Elle n'est pas forcément aussi orientée export que peut l'être la culture des entreprises allemandes qui ont commencé beaucoup plus tôt. On a aussi une exposition géographique qui est moins favorable que les entreprises allemandes. L'essentiel des concurrents des entreprises françaises sont allemandes. Et l'Allemagne est vraiment au cœur de l'Europe et notamment proche des marchés qui sont en pleine croissance, les marchés de l'Europe de l'Est, les PICO, mais aussi la Russie. Et j'irai un dernier point de difficulté pour le marché français, c'est la difficulté de recrutement. Dans notre filière, on a beaucoup de mal à recruter à tous les niveaux, aussi bien en termes de production. Trouver des peintres, des soudeurs, c'est très difficile aujourd'hui. Mais aussi au niveau des métiers plus techniques, techniciens. Commercial, trouver un commercial export, c'est extrêmement difficile. Mais à côté de ça, on a quand même des atouts. La France est un marché structurellement solide, avec des rendements très élevés, et puis qui sont stables. Le marché français, c'est un marché qui a besoin de technologie pour produire de façon moderne. On a une agriculture très productiviste, mais aussi on vise une agriculture durable. Et donc ça nous a conduit à développer des technologies très poussées. Et donc je dirais qu'on a une longueur d'avance dans ces domaines-là, ce qui nous permet de progresser sur les marchés export.
Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.